Yes, nous sommes en live. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous ce soir pour une conférence vraiment exceptionnelle sur un sujet qui peut vous concerner et qui concerne certainement pas mal de personnes, et notamment dans la période actuelle où nos émotions, attitudes et comportements peuvent être exacerbés. Donc, j'accueille aujourd'hui Karim Rigad, qui est gestalt-thérapeute, hypnothérapeute et directeur de l'ISGAP, ainsi que Sandra Tapio, qui est donc psychologue, psychothérapeute, donc psychologue clinicienne, psychothérapeute de Paris, autour du sujet comment déceler les secrets de la manipulation pour s'en protéger. Concernant l'ISGAP, alors je ne sais pas si tout le monde connaît l'ISGAP, je vais vous présenter l'ISGAP, mais avant cela, pour vous donner un peu le cadre de la conférence, donc je vous invite à nous poser des questions dans le chat en écrivant en grand questions en majuscules pour que je puisse les identifier et ensuite les proposer à Karim et à Sandra donc à la fin de la conférence. Ils pourront vous répondre à la fin de la conférence. Donc n'hésitez pas quand même à les poser au fur et à mesure du développement de chacune de leurs thématiques. Voilà. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous inscrire aux événements qui vont vous être proposés par le biais des LISGAP, et notamment un événement qui pourrait vous intéresser, qui aura lieu demain toute la journée, à la suite de cette conférence. Donc, ce sera une journée d'études consacrée effectivement au choc post-traumatique. Et donc, toutes les incidences de ces chocs, donc au niveau cérébral, au niveau mental. Donc, Karim va pouvoir vous en parler un peu plus pour cette journée d'études de demain. Et pour cela, il va falloir vous inscrire directement sur le site de l'ISGAP ou directement par le biais du Messenger auprès de Karim ou sous les commentaires. Alors, concernant l'ISGAP, alors, je vais vous donner une petite présentation quand même de l'ISGAP, qui est l'Institut de formation en Gestalt et accompagnement professionnel. Donc, c'est une école de formation au coaching, à la thérapie, à la supervision, aux médiations de bien-être et de santé. Et donc, elle a été initiée par Karim Rigad, ici présente. Elle se caractérise par une approche globale, holistique de l'humain et de ses relations à l'environnement. Elle développe une approche inédite du corps et de la relation d'accompagnement. Donc, une grande place est faite à la créativité, à la sensorialité, à l'intuition. Donc, son approche gestaltiste et systémique a été définie comme originale et d'avant-garde par nombre de professionnels. Donc, l'enseignement est accessible vraiment tout au long de l'année grâce à son concept d'université des 4 saisons. Donc, on en aura une d'ailleurs entre 31 juillet et la troisième semaine du mois d'août. Donc voilà, ça s'organise autour de différents événements qui sont accessibles à vous tous. Comme cette vidéoconférence de ce soir, il y en aura également d'autres. Donc je vous invite, si vous avez de quoi noter, à les écrire. Sinon, n'hésitez pas à aller sur la page du site internet de l'ISGAP, donc isgap.net. Donc, la prochaine conférence donc, gratuite de 19h à 20h, comme ce soir aura lieu le 3 mai prochain. Donc, sur la page donc, de l'ISGAP, ça sera sur se libérer des dépendances affectives et des addictions, donc le 3 mai prochain. Et le 2 juin prochain, ça sera sur comment stimuler naturellement les hormones du bien-être. Donc, c'est quelque chose de très, très intéressant, sachant que Karim Rigad a écrit un ouvrage. Il est auteur d'un ouvrage, de son second ouvrage, qui est donc relatif aux hormones. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir à cette conférence le 2 juin à 19h sur la page de l'ISGAP. Ensuite, vous avez les journées d'études, donc demain, de 10h à 16h30, la journée d'études consacrée à comment libérer le cerveau du choc post-traumatique. Et le 5 juin, la journée d'études sera axée sur l'accompagnement des situations d'addiction et de dépendance affective. Voilà, et donc pour terminer, par rapport aux événements que l'ISGAP vous propose, il y a également
donc des stages de formation et l'université de l'été. Donc les stages de formation, il y en a, donc le prochain aura lieu du 13 au 16 mai sur les cycles naturels, les rêves et la lecture du corps, et du 2 au 4 juillet, donc la gestalt biosystémique et technique d'animation de groupe. Et concernant, donc pour terminer, l'université d'été aura lieu du 31 juillet au 20 août. Vous pouvez vous inscrire sur les 3 semaines ou sur une semaine, à voir directement avec donc l'administration de l'ISGAP, et ça sera sur la gestalt thérapie, l'art thérapie, l'hypnose, la transe, le travail sur la voix, les corps, l'hormone du bien-être. Donc ça sera très très exhaustif. Donc vraiment, vraiment, si vous êtes intéressé de découvrir l'univers de l'ISGAP, je vous conseille d'aller sur la page agenda de l'ISGAP.net. Donc là, du coup, je pense que j'ai donné un peu le cadre et également ce qu'était l'ISGAP et qui sont nos intervenants. Donc, n'hésitez pas à échanger avec nous, à poser des questions. On y répondra à la fin de cette conférence. Donc, Karim et Sandra, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous, à tous les visionnautes, toutes les visionnautes. Je vais commencer par me présenter. Donc, Karim Regad, comme vient de le dire Hermina, c'est l'initiateur de l'ISGAP. Le sujet de la manipulation mentale est quelque chose auquel je me suis intéressé très tôt, puisqu'à 12 ans, j'ai commencé à étudier l'hypnose. Et à 13 ans, je manipulais complètement avec des techniques d'hypnose. Et depuis, mon intérêt a toujours été sur ces différentes possibilités de manipuler l'humain. Bien sûr, pour ce qui me concerne, étant orienté sur la thérapie, c'est manipuler de manière saine, constructive, hein, pour la personne. Mais cet intérêt pour la manipulation m'a conduit à étudier, à aller voir de plus près les différentes formes qui existent de manipulation. Et j'ai été voir, bien sûr, en politique, dans l'éducation, dans les publicités. La manipulation, en fait, elle est de partout. On va l'approcher aujourd'hui. Pour ma part, dans cette première partie, je vais plutôt avancer pour préciser de quoi on parle exactement, hein, parce que ce terme de manipulation est associé toujours à quelque chose de négatif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, étant tous les deux, Sandra et moi, thérapeutes, on va être centrés sur les effets délétères de la manipulation. Hein. Et donc, souvent, le terme manipulation est quelque chose avant tout de négatif, ce qui n'est pas le cas pour ce qui me concerne. Hein. Alors, tout d'abord, avant d'aller un peu plus loin, je ne sais pas si, Sandra, tu voudrais compléter quelque chose par rapport à ton expérience avant que je rentre dans la précision des termes. Oui, moi, ça me paraissait très bien. Oui, je voulais juste rajouter que la manipulation, effectivement, peut être positive, qu'elle peut être positive ou négative ou neutre dans le cadre, par exemple, d'un couple. Elle existe au quotidien. Et puis après, il y a d'autres types de manipulation que nous verrons après, et notamment, j'illustrerai le pervers narcissique. Très bien. Donc, je vous propose, dans ce premier temps, de voir un petit peu ce que peut comprendre cette notion de manipulation. Il me semble nécessaire de commencer par préciser un certain nombre de termes, de les mettre au clair pour savoir de quoi nous parlons vraiment, pour sortir surtout du piège des clichés qui entourent ce terme de la manipulation. Alors, si on va un petit peu dans l'histoire, en latin médiéval, manipulare signifie conduire par la main. Donc, dans son étymologie, le terme manipulation comprend celui de la main. Il s'agit de prendre en main un objet pour l'examiner, pour le déplacer, le faire fonctionner. Le chimiste, par exemple, va manipuler des substances pour obtenir un résultat attendu.
Le prestidigitateur, je me suis aussi adolescent passionné pour la prestidigitation, hein, comment on manipule avec adresse et avec dextérité dans le mouvement pour obtenir l'effet d'illusion attendu. Aussi, ce terme de manipulation va pouvoir se décliner à de nombreux domaines, hein. Ainsi, on manipule une langue, on manipule des statistiques, on manipule l'opinion publique, on manipule des croyances, etc. Hein. La manipulation peut donc s'observer dans de nombreux domaines du fonctionnement humain, dans l'éducation, en médecine, en sciences, en politique, et ceci depuis la nuit des temps. La manipulation fait donc partie du quotidien des civilisations. Et en cette période particulière de crise que nous vivons, l'œil et l'oreille avertis peuvent aisément voir comment elle est mobilisée. La manipulation se trouve associée à des expressions comme la propagande, comme la ruse, la stratégie, le conditionnement, l'endoctrinement, l'éducation, etc. Elle est utilisée avec des modalités et des impacts différents par les politiques, par les services secrets, par l'armée, par la publicité, par des groupes de pression, par les sectes. Donc j'arrête là mon énumération. Sur ce sujet de la manipulation, de nombreuses études sont effectuées par des chercheurs, par des psychologues, des sociologues, des philosophes, des historiens, et ceci depuis des décennies. La forme particulière de manipulation qui va retenir notre attention aujourd'hui, c'est celle que nous avons nommée ici manipulation mentale. Qu'est-ce que la manipulation mentale? Eh bien, cela consiste à mettre en œuvre une ou des stratégies pour influencer et contrôler la pensée, la croyance, le comportement d'une personne ou même d'un groupe. Aujourd'hui, nous pouvons l'observer dans le cadre familial, comme vient de l'évoquer Sandra, au travail, à l'école, en politique, dans les sectes, etc. Donc, il m'apparaît important, au risque de déplaire, d'indiquer ici que nous sommes tous des manipulateurs et des manipulés. Je le répète, nous sommes tous des manipulateurs et des manipulés. La maman manipule son bébé. Mais ce qu'on ne sait pas ou qu'on oublie ou qu'on ne voit pas, c'est que celui-ci la manipule aussi en retour. Dans l'interaction mère-enfant, se mettent en place des jeux de manipulation. Les enfants sont de puissants manipulateurs qui s'ignorent. Prenez le temps de les observer et vous serez ébahis. Ainsi, comme Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nombreux parmi nous sont des manipulateurs et des manipulés sans le savoir. Pour ma part, je considère que la manipulation est une composante quasi intrinsèque de l'interaction humaine. Elle est une des modalités de la communication. Maintenant, il s'agit de distinguer les qualités de manipulation, de distinguer différentes implications, différentes conséquences de la manipulation. Ainsi, il est possible de constater qu'il y a des manipulations qui peuvent être saines, bienfaisantes, thérapeutiques, puisque là nous sommes thérapeutes. Et il y a celles qui peuvent être malsaines, malfaisantes, pathogènes, et qui peuvent causer de graves dommages. Ce sont ces dernières que nous allons voir d'un peu plus près ce soir, et notamment avec des situations concrètes, cliniques, que nous allons aborder avec Sandra dans un moment. Les manipulateurs malfaisants, c'est ceux sur lesquels nous allons nous arrêter aujourd'hui. Eh bien, ils ont toute une palette de stratégies qui peuvent être mobilisées. Bon, je vous en donne quelques-unes. Il y a la séduction, la fascination, la ruse, le mensonge, la force physique, la peur, la culpabilisation, la soumission. Cette palette de stratégies vise à modifier, et elle peut le faire,
à modifier l'état mental d'une personne jusqu'à la conduire à une forme de ce qui est appelé le consentement fabriqué. Ça, c'est une chose importante. Quand on est bien manipulé, nous allons avoir l'impression que c'est nous qui prenons la décision. Donc, nous sommes dans un consentement fabriqué qui a été fortement induit par le manipulateur, individu ou groupe, bien sûr. La victime a alors l'impression qu'elle choisit d'une manière délibérée son nouveau comportement, son adhésion au schéma, à la croyance que met en place le manipulateur. Dans la manipulation malsaine, la victime ne connaît généralement pas les vrais desseins du manipulateur. C'est une caractéristique majeure de ce type de manipulation malsaine. Donc, jusqu'ici, je suis avec le terme de manipulation et on va aborder d'autres éléments, d'autres termes qui entrent en jeu, qui sont les notions de conditionnement, la notion de harcèlement, l'emprise. Sur le plan opérationnel, la manipulation mentale va comprendre du conditionnement, elle va comprendre de la répétition, voire du harcèlement. Elle va comprendre une emprise sur la personne ou sur les personnes manipulées, puisqu'on peut agir sur un groupe restreint ou voire une nation. Alors, je vous propose, pour faire court, j'ai retenu ici 9 ressorts ou techniques de manipulation et d'emprise que je vous partage. 9 ressorts. Il y a la polarisation de l'attention. On amène l'attention à être focalisée sur un point. Ça fait partie de l'hypnose d'ailleurs. Il y a la séduction ou la fascination qui peuvent être très puissantes. Il y a une chose importante qui peut être la mise en confiance. Il y a le miroir aux alouettes qui renvoie à un rêve de lendemain heureux ou d'accès au paradis. Il y a la peur, qui est aussi une technique qui renvoie à la soumission, à la culpabilisation. Il y a la technique de confusion, de brouillage des informations, ce qui conduit à une désorientation et à une perte de sens. Il y a les injonctions contradictoires ou paradoxales qui sont très puissantes. Et il y a la répétition, voire le harcèlement, selon les techniques et le projet du manipulateur, et la répétition qui renvoie à la notion de conditionnement. C'est par la répétition que certaines informations vont devenir opérantes dans le cerveau du manipulé. Alors, le harcèlement, c'est quelque chose, c'est un sujet qui est d'actualité. Il consiste à mobiliser un enchaînement d'actes hostiles et à les répéter pour affaiblir psychologiquement la victime. Alors, le harcèlement peut viser le statut social de la victime, son intégrité physique ou psychique. Il peut s'agir de harcèlement moral, comme les insultes ou des menaces. Il peut s'agir d'agression physique. Il peut être mobilisé à l'encontre d'un individu ou d'un groupe. Il peut avoir comme prétexte la situation sociale ou professionnelle, la couleur de la peau, la religion, le genre, l'orientation sexuelle ou autre prétexte ou sujet. Et le harcèlement va donc pouvoir s'observer dans certaines formes de manipulation mentale. Voilà, donc là, j'ai quelque peu essayé de préciser cette notion de manipulation mentale en essayant d'aller à l'essentiel. J'ai indiqué ces ressorts. J'ai mis l'accent sur la version malsaine, notamment en introduisant la pratique du harcèlement qui peut se retrouver dans la manipulation mentale. Toutes ces observations nous conduisent à constater qu'il s'agit de maltraitance.
quelles sont les failles, les faiblesses par lesquelles le manipulateur va pouvoir exercer son emprise? Alors là, je vous propose 8 repères à identifier. Puis, vous pouvez vous poser ces questions pour vous-même, hein, selon la façon dont vous allez répondre à ces questions, à ces repères. Vous verrez si vous avez des failles ou peut-être pas. Nul n'est invulnérable, hein, attention. Hein. Alors, une première faille ou faiblesse, la non-confiance en soi ou la faible estime de soi. Alors ça va face au manipulateur malsain, ça va conduire à une aggravation de la faible estime de soi, hein, une dégradation de l'estime de soi, de la confiance en soi. Une deuxième porte d'entrée ou faille va être la dépendance affective, la tendance à la soumission. Et ça va conduire à une aggravation d'un sentiment d'infériorité, un sentiment d'impuissance sur lequel le manipulateur va pouvoir jouer à volo. Hein. Un autre ressort important, une autre faille, va être l'isolement, la solitude. D'ailleurs, d'une manière générale, on le verra sûrement avec Sandra, dans un moment, le manipulateur va tendre à restreindre de plus en plus les relations sociales de sa victime. Hein. Une quatrième faille que je vous propose, c'est la naïveté excessive. C'est déjà de croire que l'autre est bien intentionné, honnête, et certains sont très forts pour montrer cette apparence-là. Hein. Cela va conduire dans un premier temps à une idéalisation du manipulateur. Celui-ci va ainsi facilement faire prendre ce qu'on appelle des vessies pour des lanternes. Une autre faille ou porte d'entrée va être la rationalisation excessive. C'est-à-dire qu'on va chercher à tout ramener à un fonctionnement logique, à justifier le comportement du manipulateur. Ce qui va conduire à de la rumination mentale, à ressasser sans cesse des situations et à culpabiliser, puisque c'est un ressort sur lequel souvent le manipulateur va pouvoir s'appuyer, la culpabilisation. Une sixième porte d'entrée pour le manipulateur, ce sont les comportements de superstition, la croyance en des pouvoirs cachés, l'idéalisation excessive, ce qui va facilement conduire à un comportement de fascination, de soumission, à croire tout ce que dit ou affirme le manipulateur. Ça va, vous tenez le coup? Faites bien le point sur ces portes d'entrée, et vérifiez si vos portes sont bien fermées. Hein. Alors, on va arriver à la septième porte, qui est une grande porte ouverte, qui peut être une grande porte ouverte, c'est le dérèglement ou la souffrance somatique, hein, quand on a d'importants troubles de sommeil, des maux de tête, de la fatigue, de tendances dépressives, état de stress. Là, c'est des portes ouvertes à une bonne prise à la manipulation. Et dans le cadre de la manipulation mentale, ces symptômes somatiques, comportementaux, des symptômes somatiques ou comportementaux vont pouvoir apparaître ou même s'aggraver. Et enfin, pour terminer dans les failles par lesquelles la manipulation va pouvoir s'opérer, c'est l'état de fragilité émotionnelle. Et nous passons tous par ces moments-là, quand par exemple nous avons perdu un être cher, hein, ou la perte d'un emploi, ou une situation ou un état de stress post-traumatique. Donc nous avons là 8 portes d'entrée pour le manipulateur, hein, qu'il s'agit d'identifier et de voir chacun de nous où nous en sommes par rapport à cela.
Donc, c'est un sacré travail de ménage, de travail de connaissance, de conscience de soi et de certains éléments que mobilise le manipulateur. Donc là, nous sommes dans la manipulation malsaine, dans quelque chose qui s'appelle de la maltraitance. Nous sommes là-dedans. Donc après avoir posé le cadre, précisé les termes, donné les ressorts et les failles avec lesquelles fonctionne le manipulateur, eh bien, je vous propose là de passer à rentrer de plein pied dans la clinique avec Sandra, et de voir cette notion de maltraitance et de manipulation avec les accompagnements que tu peux faire, que nous pouvons faire. Absolument. Merci Karim pour cette présentation extrêmement claire et qui me facilite le chemin. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc je vais commencer juste par une petite définition sur la maltraitance, tout simplement parce que ça a été ma vie professionnelle pendant plus de 13 ans. Pareil pour l'emprise mentale, je survole, parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous parler de ma clinique sur la perversion narcissique. Une clinique qui est extrêmement intéressante, extrêmement enrichissante et dont je n'ai pas encore fait tous les contours. Et j'aurai probablement encore plus de choses à vous apprendre dans quelques années à ce niveau-là. Donc la maltraitance, tu en parlais tout à l'heure Karim, on parle de maltraitance d'une personne en situation de vulnérabilité, tu en as parlé aussi, lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action également compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins, à sa santé. Et cette atteinte intervient souvent dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Ça, c'est la définition de la Commission nationale de promotion de la maltraitance et de lutte contre les maltraitances. Les points clés des maltraitances, c'est que ça ne va pas toucher les personnes au hasard. Les victimes sont des personnes en situation de vulnérabilité du fait de leur santé, de leur contexte social ou pour une autre raison. Elles ne sont pas en état de se défendre seules efficacement. Ça peut être transitoire, ça peut être également chronique. Ça veut dire que ça peut toucher chacun d'entre nous à un moment particulier de sa vie. Tu parlais tout à l'heure, Karim, d'une faible estime de soi à un moment donné, un isolement à un moment donné, pareil, transitoire ou chronique, un deuil. Tout ça va faire le lit du manipulateur. Parmi les maltraitances, il y a les maltraitances psychologiques qui sont le pivot à toutes les autres maltraitances, y compris les financières, les physiques, puisqu'on va commencer par le chantage, les insultes, et que ça va monter d'un cran jusqu'à atterrir au physique ou au financier, entre autres, puisqu'il y a 7 ou 8 catégories de maltraitance répertoriées. L'emprise psychologique, tu en as parlé Karim, c'est donc la manipulation d'une personne pour parvenir à ses fins. Tout le monde peut être victime d'une emprise psychologique, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans la famille, entre ascendants et descendants. Les conséquences peuvent être assez terribles. Elles peuvent être physiques, sexuelles, matérielles, financières, psychologiques, ça paraît évident. Les atteintes peuvent être très diverses. Il peut y avoir une hypervigilance, donc un amaigrissement dû à cette hypervigilance. Donc physiquement, on se rend compte que la personne ne va pas bien, elle est tout le temps en éveil. Ça peut donner lieu à une anxiété généralisée. J'ai beaucoup de patients qui sont arrivés avec cette demande-là au départ, avant de comprendre que derrière, il y avait de la manipulation et de la perversion narcissique. Je vais vous en parler puisque ça va être vraiment mon sujet. Il peut y avoir du burn-out, de la dépression, etc., etc. Je vais vous parler du pervers narcissique, qui peut être un homme ou une femme. C'est une personne qui est atteinte d'un trouble de la personnalité narcissique, donc. C'est une personne qui a une image dévalorisante d'elle-même et qui va se valoriser en rabaissant les autres. Je vais y revenir plus profondément. Entre la victime et l'auteur, il existe une relation particulière qui est une relation de confiance, souvent d'amour et de dépendance affective également.
Je vais débuter tout de suite par quelques illustrations de mails qu'on m'envoie pour que vous ayez une idée un petit peu de comment se sentent les personnes et ensuite je vais développer et expliquer pourquoi elles parlent comme ça. Je sors de 12 ans de relation avec une PN, pervers narcissique, et connaissant malgré tout le sujet, conscient de la source dans l'enfance, mon père, j'ai réussi à retomber dans le panneau. Mais je viens de m'en sortir au bout de 6 mois. J'ai bien conscience d'une faille narcissique en moi. C'est là-dessus que je dois travailler pour arrêter d'attirer ce genre d'individu. J'aimerais pouvoir consulter à distance avec vous. Sans vouloir vous manquer de respect, j'espère qu'en tant que femme, vous saurez être objective. Voilà, sachant qu'il y a un décalage horaire, etc., puisqu'il appelle de la Guadeloupe. Vous voyez là, j'espère qu'en tant que femme, vous saurez être objective. Ce sont des personnes qui ont tellement souffert qu'elles se méfient de tout. Elles en deviennent elles-mêmes, à un moment donné, un peu comme le pervers narcissique, un peu parano. Mais parano parce qu'il leur arrive des tas de choses dans la journée et la vie qu'elles mènent avec une ou un pervers narcissique est tellement surréaliste qu'on en devient effectivement un peu paranoïaque. Transitoirement, bien sûr. Un autre mail. Je souhaiterais avoir un rendez-vous pour une amie qui, depuis des années, vit une relation toxique. Elle m'a demandé de prendre rendez-vous car elle n'y arrive pas elle-même. Elle est détruite. Sa situation est très critique. Je vais vous faire une synthèse d'une petite situation que j'ai. Une jeune femme mariée avec un pervers narcissique qui l'a séduit. Non, la jeune femme est mariée donc, avec son mari très très bien, absolument bien, et ils ont un ami du couple, lui, pervers narcissique, qui l'empêche de divorcer, qui lui dit non, non, reste avec ton mari, c'est important, etc., mais qui vient, sous prétexte d'être ami, tous les jours chez eux, qui à un moment donné se marie, impose son mariage et demande à sa maîtresse d'être le témoin. Ils font toutes leurs vacances en commun, les deux couples. Pendant 4 ans, elle est sous silence, comme ça, et après, elle ne peut plus parler. Elle est devenue complice de tout ça, même si l'horreur de la situation est apparue, mais elle est apparue très progressivement. Cet homme, ce pervers narcissique, est gardien, et puis elle se rend très vite compte qu'il laisse sa loge ouverte pour que les gens qui passent, les amis voyeurs, viennent et les voient leurs ébats. Ces amis voyeurs, au final, se révèlent être des dealers aussi. Donc, il plonge cette femme dans quelque chose d'absolument inconnu pour elle, qui est la déviance sexuelle, la drogue, le voyeurisme, bref. Entre-temps, il a pris des photos, des vidéos, et il lui fait du chantage pour qu'elle puisse tolérer l'intolérable. Évidemment. Elle finit par craquer. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'elle vient me voir, et elle dit tout à son mari. Tout. Le couple coupe les ponts avec cet homme et son couple, évidemment, dont la femme ignore tout. Il soutient sa femme pour sa thérapie, il soutient sa femme pour les enfants, il l'accompagne vraiment au quotidien parce qu'il a compris qu'elle a été victime de quelque chose, mais évidemment, il divorce. Malgré tout, malgré ce divorce, elle reste heureuse parce que rompre avec le pervers narcissique était une question de survie. Et à côté de ça, un divorce, bien que douloureux, ne sera pas grand-chose en comparaison de la sortie de la perversion narcissique. Un autre exemple, c'est un pompier, une carrure, qui n'ose pas déménager de chez lui. Il est avec une femme depuis à peine 4 ans. Il n'a pas d'enfant avec elle, ils ne sont pas mariés, rien du tout. Elle le harcèle toute la journée, si bien qu'il est obligé de dormir avec la porte entrouverte et des objets au-dessus de la porte parce que son jeu, c'est de venir pendant la nuit, d'entrouvrir la porte et de lui balancer des objets pendant qu'il dort dans le lit.
Entre-temps, elle lui a fait prendre un appartement. Elle venait d'un HLM avec ses 2 enfants. Elle leur a fait prendre un appartement à 3 000 € par mois. Elle trouve que ce n'est pas suffisant. Elle lui fait tout payer. Elle le trompe depuis très longtemps avec ses ex et avec d'autres. Elle l'insulte devant ses enfants. Elle le décrédibilise devant ses enfants. Et au moment où j'ai cette personne en thérapie, je lui dis, il faut fuir, il faut fuir, il faut organiser un déménagement avec vos amis, vous appuyez sur votre famille, parce qu'évidemment, comme le disait Karim tout à l'heure, ces gens-là sont isolés. Et puis, il faut appeler la police, il faut poser une main courante. C'est ce qu'il a fait. Et la police lui a répété la même chose et lui a dit, on va venir vous donner un coup de main si vous avez peur le jour du déménagement. Un homme, un pompier, qui pèse 90 kilos, qui est une baraque. La peur paralyse. Ce n'est pas une question de force à ce niveau-là, c'est une question de mental. J'ai également un montagnard, un exploitant agricole qui vit tout en haut de la montagne, avec une grande exploitation agricole qu'il a fondée avec son père, avec sa maison attenante. Il était marié, 2 enfants. Sa femme était la pervers narcissique. Entre-temps, ils sont en divorce. Elle est remariée et a même un bébé. Eh bien, elle veut la maison, elle veut l'exploitation agricole. Lorsqu'il a la garde des enfants parce qu'ils sont en garde alternée, elle débarque comme ça avec son bébé pour que les enfants puissent garder son bébé. Elle ne respecte rien de sa vie privée, si bien que lui ne peut pas recevoir sa copine. Il se l'interdit, la copine ne vient pas. Chaque fois qu'il en a la garde, la mère passe des coups de fil. En revanche, quand c'est la mère qui a la garde, lui avait acheté un téléphone portable pour ses enfants pour pouvoir les joindre au cas où il se passe quelque chose. Elle a confisqué le téléphone portable des enfants, ce qui fait qu'il ne peut pas la joindre. Pareil pour Isabelle, qui est avec quelqu'un depuis 8 mois, qui veut absolument se marier avec elle, qui lui fait des déclarations très enflammées et qui brutalement la quitte sans raison quand elle commence à refuser ses contraintes sexuelles, quand elle commence à se rendre compte qu'il est en train d'abuser d'elle, qu'il la manipule au niveau financier également et à plusieurs niveaux. Après ces illustrations, qui est le pervers narcissique? Comment fonctionne-t-il? Comment s'y prend-il? Que veut-il? Et pourquoi? Alors déjà, il faut savoir que le pervers narcissique, s'il veut quelque chose, il n'y a pas d'obstacle pour lui. Il agit à la fois dans l'ombre, très sournoisement, et dans la lumière, parce que c'est souvent un être très charismatique. C'est un être avec beaucoup de séduction, beaucoup de charisme, qui, à l'extérieur, a beaucoup de connaissances, pas forcément des amis très profonds, mais beaucoup de connaissances, et il brille en général. Souvent, il a une bonne situation, pas toujours, mais souvent. Souvent, il présente très bien aussi. Ce qu'il veut, et alors là, je vais vous mettre dans l'histoire, évidemment, pour vous sentir un petit peu plus concerné, c'est vous. C'est vous qu'il veut. Il vous veut comme un objet qu'il va utiliser à sa guise pour un but précis qui tient son histoire de vie. C'est sa structure perverse qui fonctionne comme ça, et ça depuis l'enfance. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il ne va pas changer, il ne va pas se soigner, et personne n'y peut rien. C'est très dur à accepter pour les personnes, notamment amoureuses d'une personne perverse narcissique, mais il faut être réaliste. Et tout le travail, vous le verrez, va être d'arriver à cette réalité. Le pervers narcissique va s'engouffrer dans vos failles. Il va puiser dans vos qualités et dans vos émotions. Il va se nourrir. Il va nourrir ce vide qui est en lui. Parce qu'évidemment, ce qui se passe à la base, c'est que le pervers narcissique a une énorme faille narcissique, un énorme vide, et il va venir vampiriser les autres pour nourrir ce vide. Il ne s'arrêtera jamais. Et il choisira avec soin ses victimes au fur et à mesure de sa maturité. Elles seront de plus en plus intelligentes, de plus en plus vives, de plus en plus joyeuses. Et il les laissera, c'est ce que je dis toujours à mes patients,
parce que c'est comme ça qu'ils arrivent, vous savez, comme un chiffon asséché, comme une robe que vous prendriez et que vous lâchez et ça tombe au sol. C'est à ça que ressemblent mes patients lorsqu'ils arrivent. Et il peut évidemment, comme je vous l'ai dit, casser la relation du jour au lendemain dès qu'il n'en a plus l'utilité. Un exemple était une étudiante en droit qui rentre chez elle après son examen réussi, toute contente. Enfin, elle est devenue avocate, brillante. Elle vit avec son compagnon depuis 5 ou 6 ans dans un superbe appartement. Et là, elle arrive, quand elle a réussi, son compagnon lui dit « Va donc fêter ça avec tes parents pendant donc 3-4 jours ». Et elle va donc dans la région de ses parents pendant 3-4 jours pour fêter ça. Et lorsqu'elle revient, une autre femme a pris sa place. À la place de ces objets, de ces produits de beauté, il y a tous les objets de l'autre femme. C'est en ça qu'on dit que le pervers narcissique, pour le pervers narcissique, on dit que l'objet est interchangeable. L'objet d'amour est interchangeable parce qu'au fond, il n'aime que lui, pas l'autre. L'autre n'existe pas. Il est nié totalement. Donc, que va faire le pervers narcissique? Il va se nourrir de vos qualités et de vos émotions et il va projeter en vous toutes les parties de lui qu'il insupporte, de façon à ce que vous soyez toujours fautif, quoi qu'il arrive, que vous vous remettiez en doute en permanence, que vous vous disiez que c'est sûrement de votre faute, et lui est toujours parfait. Il souffle le chaud et le froid en permanence. Son discours est flou, ce qui vous laisse toujours entre deux, dans un entre-deux extrêmement inconfortable. Quelles sont les phases de destruction à petit feu de ce pervers narcissique? Alors d'abord la phase lune de miel, donc la séduction dont Karim a parlé. Il va rechercher des informations pour un questionnement précis, puis il va utiliser ces informations pour anticiper vos désirs et vos besoins. Il est bien rodé, il ne présente que les qualités. Et les victimes vont parler d'un rêve, d'un conte de fées. Quand je l'ai rencontré, mais il était parfait. Mais c'était juste même incroyable, tellement il était parfait. Ensuite, il y a la phase intermédiaire de test où la communication commence à devenir floue, où le pervers narcissique va commencer à souffler le chaud et le froid pour déstabiliser sa victime, sa proie, qui finit par ne plus savoir qui elle est, quels sont ses droits, ce qui est à elle. Elle souffre d'amour à ce moment-là, elle est prête à tout, à le suivre au bout du monde. Mais le seuil de sensation est très élevé, dans le bon comme dans le mauvais. C'est pour ça que souvent, des victimes de pervers narcissiques, lorsqu'elles ont réussi à s'en sortir, vont avoir une période de deuil extrêmement difficile, parce que même quand elles vont se remettre avec une autre femme ou un autre homme, ils vont s'ennuyer, tellement le seuil de sensation est élevé. La séparation est insupportable à ce niveau-là de la relation. Ensuite, en 3, arrive la phase de déconstruction de l'identité de la victime. C'est une phase d'infantilisation, de dévalorisation, d'humiliation, toujours sous forme d'image et non de démonstration. Comme le disait Karim tout à l'heure, la répétition, la répétition. On ne démontre rien. On n'est pas dans une démonstration mathématique du tout. On est dans des images répétées, dans de la propagande, c'est ça. La victime ne peut plus se défendre, elle est sous emprise psychologique, elle ne croit plus en elle. Elle culpabilise de ne pas être à la hauteur de son bourreau, mais elle ne sait pas encore tout à fait que c'est son bourreau. De temps en temps, elle y pense, mais elle se dit que non, que c'est de sa faute. De ne pas être souriante, parce qu'elle ne peut plus sourire. De manquer d'assurance. Et il le lui fait remarquer sans arrêt. Mais tu ne souris pas, mais tu as vu à quoi tu ressembles. Elle pleure beaucoup, mais elle pense que c'est toujours de sa faute, de sa médiocrité. Elle est incapable de se montrer heureuse, alors que son conjoint, lui, brille de 1000 feux. Elle demande pardon sans arrêt. Et ensuite, il y a la phase de construction d'une nouvelle identité soumise. Le pervers narcissique s'impose par sa présence comme le sauveur, celui qui sait. Il devient l'indispensable
la vie. Les proies, les victimes parlent d'oxygène. Il devient leur oxygène. D'ailleurs, elles le disent très bien, j'étouffe, j'étouffe, je n'en peux plus, j'étouffe. Et il devient l'autorité suprême. Et évidemment, il va y avoir des petites phrases comme ça, l'air de rien. Mais qui d'autre que moi pourrait t'aimer? Tu as vu à quoi tu ressembles? Il contrôle tout. La victime finit épuisée. Mais lorsqu'elle veut s'en sortir, elle n'a plus de force. Elle est saisie d'une paralysie psychique, d'une stase psychique. Elle est incapable d'une action. Pourquoi le pervers narcissique a besoin de détruire l'autre? Parce qu'il dénie la réalité, parce qu'il construit artificiellement une nouvelle réalité. En vous rabaissant, il se rehausse par comparaison. Et c'est pour ça que tous les coups sont permis. Il n'a aucune limite. Il prend votre essence, il vous aspire, il vous rend addict, dépendant. Son mets de choix, ce sont les hauts niveaux, les hauts potentiels. Pourquoi? Parce que plus il vise haut, plus il est valorisé. C'est presque un exercice. Donc la perversion narcissique est un long travail de démolition. Comment est-ce qu'on va réparer la victime? Par un long travail de reconstruction du sentiment d'exister, de l'identité, de la reconnaissance de ses qualités, de l'estime de soi. La première émotion exprimée par ces personnes, c'est la colère vis-à-vis d'elles-mêmes et la difficulté à se pardonner d'avoir accepté, d'avoir vécu ça. Ce qu'elles disent, est-ce que j'ai vraiment accepté ça? Est-ce que ça a vraiment existé? Est-ce que je peux me faire confiance à nouveau? Mais j'ai tellement honte. J'ai eu hier une personne qui était mariée donc avec un homme qui divorce et qui se met avec un pervers narcissique. Son ex-mari meurt, elle touche 150 000 € pour les enfants, mais elle en est la tutrice. Elle donne tout à ce pervers narcissique qui a conquis sa famille, qui a séduit même les enfants pour qu'il monte sa boîte, donc il va faire couler effectivement. C'est lui qui fixe les montants, c'est lui qui répète les demandes, pour le bien de toute la famille, dit-il. Aucune reconnaissance de tête, rien du tout. Encore ce matin, j'avais quelqu'un dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont le pervers narcissique l'a quitté d'un coup. Et là, ce matin, d'un coup, il lui a envoyé un petit message en lui disant « Je prendrais bien un café avec toi ». Elle ne savait pas quoi répondre, elle était paralysée, elle n'aurait pas dû répondre. Elle a déjà bien avancé, mais ce n'est pas totalement fini. Elle a répondu « Les brasseries sont fermées ». Il lui a répondu autre chose « Je serais bien venue chez toi ». Elle est restée en silence, elle n'a rien répondu. Et finalement, il lui a dit « Bon, ben c'est trop tard. Maintenant, j'ai plus envie. Par contre, mon camion est à nouveau en panne. Est-ce que tu pourrais me dépanner ?» Voilà un petit peu, vite fait, évidemment par manque de temps, mais un petit peu le portrait du pervers narcissique. On retiendra en conclusion un séducteur très fort, hein, très fort, avec beaucoup de charisme. Un double visage, adorable à l'extérieur, avec tout le monde, de grandes capacités orales, de grandes capacités de séduction, infernal à l'intérieur. Et les victimes en parlent très bien et disent tout le temps, c'est l'ange et le démon à la fois. C'est incroyable la bascule, ça va très vite. De la violence, de l'intimidation, de l'isolement, de la division, de l'attrait pour l'argent, aucune empathie, du mensonge, des déviances sexuelles et quelqu'un en général de très intelligent
et souvent paranoïaque, par ailleurs, et notamment par le mécanisme de projection qu'il va utiliser pour renvoyer tous ses défauts sur l'autre. Je te prends tes qualités, tes émotions, je te renvoie tous mes défauts et je maintiens cet équilibre. Voilà, Karim, voilà. Oui, merci pour ces illustrations, ces vignettes cliniques très, très parlantes du comportement du pervers narcissique. Donc, voilà, c'est précieux d'identifier ces schémas. Les schémas, c'est des modes de comportement, hein, et d'identifier ben, ces failles, ces portes que j'ai évoquées tout à l'heure, hein, ces 8 portes, bien les identifier en soi. Si on a ces éléments que tu viens d'apporter et qui pourront encore développer, nous avons été aussi concis que possible. Concis, On très pourrait très passer une concis. semaine là-dessus. Hein. Bien Donc, ces informations, ne serait-ce que ces informations de manière concise, les avoir à l'esprit en termes de traits de comportement du manipulateur. Pervers, il y a différentes formes de manipulateurs. Et ces dernières années, eh c'est le pervers narcissique qui est la star. Quoi. Et puis, c'est nous, en tant que victimes potentielles, c'est repérer notamment ces 8 portes, ces 8 failles par lesquelles le manipulateur va pouvoir s'engouffrer et jouer avec nous un peu comme des marionnettes. Absolument. Alors, nous avons quelques questions. Donc, est-ce que je peux vous les soumettre? Oui, attendez, oui. j'arrive tout de suite. J'ai mon ordinateur qui va s'arrêter. C'est pas vrai, c'est pas mis à ça. D'accord. Oui, Oui, alors je suis là tout de suite. C'est le direct, hein, c'est le direct. Hein. Il n'y a aucun trucage. Consigne, ne pas oublier de mettre en place. Alors, nous avons Claire Gendre qui nous pose la question: ne sommes-nous pas harcelés en ce moment, tout en évitant de tomber dans la victimisation? D'où ma question: si je me sens harcelée, ne suis-je pas de fait dans une posture de victime? Pardon, si je me sens harcelée? Ne suis-je pas de fait dans une posture de victime? Bon, sa question première, c'est: ne sommes-nous pas harcelés en ce moment, tout en évitant de tomber dans la victimisation? Et comme dit l'autre, c'est une très bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. C'est ça, Sandra? Ne sommes-nous pas, oui, ça dépend, il faudrait préciser la question. Ne sommes-nous pas harcelés En ce actuellement? moment, peut-être que... Alors, Claire, est-ce que vous pourriez préciser? Alors, peut-être que c'est lié à la situation sanitaire actuelle, les médias. Peut-être que c'est cette question-là, en ce moment, me fait penser à ça. Donc, je ne pense pas que c'est une question personnelle, mais plutôt générale, en ce moment, dans le contexte actuel. Alors, j'imagine, je peux simplement dire que j'imagine que c'est lié au contexte actuel où effectivement nous avons quelque chose de l'ordre d'une répétition, de même chose, que ce soit des informations terribles, mortifères, des statistiques continuellement rabâchées matin, midi et soir, oui, parce qu'à tout instant. Hein, donc là, on peut parler d'une forme de vécu de harcèlement. Oui, elle parle effectivement de médias. Voilà, donc avec ces quelques éléments qui peuvent constituer des grilles de lecture, on peut rentrer dans des hypothèses. Est-ce que le système n'est pas dans la fabrication de ce que j'ai appelé tout à l'heure, comment j'ai appelé ça, le consentement fabriqué de la population? Ouais, on peut rentrer dans cette hypothèse-là. Ça, c'est le temps qui va le dire. C'est le temps qui va le dire. Maintenant, c'est chacun de nous jusqu'où nous sommes conscients dans quel système nous évoluons, jusqu'où nous sommes dans de la fragilité. Il y a plusieurs dimensions qui sont questionnées dans le contexte actuel et à travers la question que nous propose Claire Gendre. Oui, tout à fait, parce que alors je ne vais peut-être pas faire de parallèle, mais on nous souffle le chaud et le froid, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas du tout cohérentes.
Et c'est vrai que la question, elle est tout à fait légitime aujourd'hui. À une différence près, je dirais, c'est que nous pouvons avoir quand même, face à ça, on n'est pas face à une seule personne et nous pouvons avoir des stratégies d'évitement. Je vois effectivement beaucoup de personnes qui suivent de très très près cette répétition de l'actualité, hein, qui sont sur une chaîne télé où ça tourne en boucle. Et où les gens, effectivement, ont l'impression de devenir fous, d'être harcelés. Les stratégies d'évitement, c'est d'éteindre la télé, par exemple. C'est de se dire, ben, je vais regarder les informations, aller puiser l'information à l'endroit qui me convient et au rythme qui me convient. Ce qui est un peu différent, en tout cas, du harcèlement, celui dont je parlais, du pervers narcissique, qui, lui, est impossible à éviter puisque la personne est dans un état de vulnérabilité, elle est follement amoureuse. Là, on peut éviter l'information, jusqu'à un certain point, en tout cas. Merci. Alors, Maë-Marc Bittard nous pose, alors, il dit, quand vous dites le pervers narcissique, n'est-ce pas une manière d'essentialiser la personne par cette caractéristique et d'éviter de regarder l'interaction constante entre les protagonistes? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Alors, quand vous dites pervers narcissique, n'est-ce pas une manière d'essentialiser la personne par cette caractéristique? D'essentialiser? Oui, d'essentialiser la personne par cette… Alors, essentialiser la personne par cette caractéristique, donc de pervers, de narcissique, et d'éviter de regarder l'interaction constante entre les protagonistes. Donc, alors, à mon avis, à mon sens, si j'ai bien compris, c'est est-ce qu'on ne met pas le doigt sur une caractéristique et est-ce qu'on se fourvoie au lieu de regarder véritablement l'interaction constante entre les deux protagonistes? Les deux personnes. Oui. J'ai bien compris ça. Est-ce que c'est valoriser une des caractéristiques de la personne et peut-être se fourvoyer? Alors, moi, ce que j'ai compris… Est-ce que deux pervers narcissiques peuvent être ensemble? Je n'en ai jamais rencontré et je ne pense pas. Et je ne pense pas qu'on puisse être à la fois… alors, peut-être peut-on être dans une des situations à un moment donné de manipulation. Je ne parle pas de… Alors là, pas de pervers narcissique, hein, de manipulation, puisque la manipulation ordinaire existe à tous les niveaux. On en parlait tout à l'heure, ça existe aussi au niveau du couple. Évidemment qu'il y a des manipulations ordinaires, quotidiennes au niveau du couple. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, évidemment. Mais là, on parle vraiment d'une structure de personnalité qui s'est construite comme ça depuis l'enfance. Quelqu'un pour qui l'autre n'existe pas. Donc, c'est très peu probable que deux personnes pervers narcissiques se retrouvent ensemble. En tout cas, ça ne tiendra pas. D'accord. Alors, Claire donne, donne un commentaire. Si tu es connecté à tes sensations, ton intuition, ton corps, et que tu mets dehors les injonctions extérieures, on ne peut plus rien contre toi. Je suis un peu dubitative par cette affirmation. Qu'en pensez-vous? Eh bien, écoutez, il faut beaucoup de force et beaucoup de talent, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Des personnes qui arrivent à s'isoler, c'est bien ce que disait Claire, qui arrivent à s'isoler, à réfléchir vraiment de façon, j'allais dire, imperméable, en ne permettant pas à l'autre d'entrer dans sa bulle lorsqu'on a affaire à un pervers narcissique. Mais le problème, c'est que lorsqu'on a affaire à un pervers narcissique et qu'on est déjà entré dans l'emprise mentale du pervers narcissique, ça n'est plus possible. Ça va être possible avec un grand travail sur des mois, voire des années. Et il y aura de temps en temps des allers-retours, de temps en temps des rechutes, et hop, et petit à petit, la personne va trouver des stratégies. Ça peut être
une très bonne stratégie, ce que dit Claire. Une parmi tant d'autres. Oui, mais déjà, enfin, la question, est-ce que la question est pertinente du fait qu'on sait que c'est assez pernicieux. C'est-à-dire que quand on rentre on se rend pas compte qu'on est en contact avec un pervers narcissique. Pas au début, non. Hmm. Pas au début et même pendant des mois ou des années, on ne s'en rend pas compte. C'est au détour finalement de lecture parce que la personne souffre énormément. La seule chose qu'elle se rend compte et dont on peut se rendre compte à l'œil nu de l'extérieur, c'est qu'elles ont une souffrance pas comme les autres, pas comme pas comme dans une séparation, par exemple, un divorce douloureux, une séparation. Effectivement, il y a beaucoup de douleurs. Elles sont encore autrement. Elles sont dévitalisées. Ça se voit à l'œil nu. Elles sont, quand je parle de la robe qu'on fait tomber, moi, c'est ce que je vois. Je vois une robe vide, un vêtement vide. Hmm. La personne est totalement, mais asséchée. Oui, c'est vraiment la vampirisation, quoi. Complètement. La personne, physiquement, elle présente des traits, elle pleure en permanence, on voit la destruction. C'est-à-dire qu'on devine la personne physique qu'elle est, mais derrière ce masque finalement. C'est après, en travaillant, qu'on voit la personne s'épanouir, reprendre des couleurs, reprendre des forces. C'est très impressionnant physiquement. C'est très impressionnant. Mais est-ce que cette personne-là, du coup, qui a été victime traumatique, si on peut dire, Complètement. d'un pervers narcissique, vous disiez elle rentre comme dans un deuil. Est-ce que cette personne-là pourra se remettre avec quelqu'un derrière sans, parce que c'est quand même un traumatisme. Est-ce que ces personnes-là ont une chance de renouer une relation saine rapidement ou il faudra plusieurs années, il faudra qu'elle se fasse accompagner? Quelles sont les statistiques par rapport à ça, Alors, Sandra? je ne les ai pas, les statistiques par rapport à ça, puisque chaque cas est vraiment très différent et on est toujours en train de flirter entre la manipulation narcissique et le pervers narcissique, où là, plus la personne en face souffre, plus la personne va jouir de cette souffrance, va être heureux de cette souffrance, va Oui. jouer avec cette souffrance et arrive à des choses assez incroyables. Par exemple, le pervers narcissique va faire passer l'autre pour folle ou fou. Et comme il le rend fou quelque part, de l'extérieur, on a vraiment l'impression que la victime est folle à des moments donnés, parce qu'elle va être excessive, parce qu'à force de souffler le chaud et le froid, à force d'être dans un discours flou comme ça, elle devient dingue, mais dingue pas dans le sens pathologique du terme, mais elle explose. Et c'est à ce moment-là qu'il va lui montrer son image. Mais tu as vu à ce que tu ressembles? Mais tu ressembles à une folle. Et c'est là qu'il va raconter aussi. Je me souviens d'un pervers narcissique qui avait anticipé parce que sa compagne commençait à savoir qui il était, avait commencé à en parler et à lui dire, mais finalement, tu me manipules. Finalement, tu es un pervers narcissique. Et bon, c'était resté comme ça. Et elle s'est rendue compte après coup, parce qu'on le lui a raconté, que cet homme, tout en étant avec elle, tout en lui disant je t'aime tous les jours et en vivant une folle passion, était en train de raconter à ses amis qu'elle avait des tendances dépressives, qu'elle était extrêmement jalouse, que ça lui avait valu son couple précédent, que son compagnon précédent était parti, comment dire, fatigué par ces éléments dépressifs, par ces crises de jalousie qu'elle faisait, par ces crises de folie qu'elle faisait. Il avait anticipé ça. Alors qu'en réalité, cette femme avait quitté son compagnon dans le plus grand silence pour se mettre avec ce pervers narcissique. C'est-à-dire qu'il anticipe tout, de façon à ce que quand c'est fini,
il n'est pas touché au niveau de son environnement. Son image est intacte. Ça compte plus que tout. C'est une personne qui, à l'intérieur, a une image, un comportement, et à l'extérieur, c'est une mise en scène. Et alors aujourd'hui, quelle est la solution pour ces Alors, femmes-là? Donc voilà, quelle est la solution pour ces femmes-là? Et donc la première question qui était, est-ce que ces femmes peuvent se reconstruire et renouer avec dans un couple ou c'est complètement terminé pour elles, elles vont jamais avoir confiance dans un couple? Non. alors, la bonne nouvelle, parce que là, nous sommes beaucoup centrés sur le Oui, pervers c'est ça. narcissique, et sur toutes ses caractéristiques. Ça En fait même bien de temps, parler de la en même victime. temps, dans la réalité, il n'existe pas un pervers narcissique avec des traits caractéristiques qu'on pourrait absolument identifier comme une machine. Et donc, la réalité est beaucoup plus complexe. Et pour ma part, je prends en compte, je crois que c'est Marc Bittard qui a évoqué la question de l'interaction. Il s'agit de prendre en compte aussi, c'est un système. Il n'y a pas plus grande association de malfaiteurs que le couple. D'accord? Si on se rencontre, il y a une complémentarité, il y a des blessures qui sont là, des traumas qui sont là. Une étude américaine montre que 90% de la population est ou a été victime d'un trauma, donc qui amène à des traumatismes, à des troubles de comportement dont bon nombre d'entre nous n'avons pas conscience. Donc, moi, pour ma part, je n'enferme personne, même celui qui est appelé le pervers narcissique. Je regarde l'interaction et je laisse la place au mouvement, toujours. Parce que sinon, je vais figer. Je vais enfermer l'autre en tant que pervers narcissique en tant que tel. Je ne laisse aucune place. Et l'autre en tant que victime, peu cher. Moi, en tant que gestaltiste, je regarde la responsabilité de chacun, de l'un et de l'autre. Hein. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, si on fait un bon accompagnement thérapeutique, cette expérience-là va devenir un capital. Parce que toutes ces failles, toutes ces faiblesses, toutes ces blessures, c'est l'occasion d'aller les traiter et c'est l'occasion de les transformer en des ressources. Et là, à partir de là, celui qui est manipulateur va vite le sentir. Là. On ne va plus lui rejouer la même technique de séduction, de fascination, tous ces jeux-là. Elle les aura bien identifiés au travers de l'accompagnement thérapeutique. Oui, parce que Et il y a des ressources dans l'approche, entre autres gestaltiste, qui est celle que je privilégie pour ma part. Il y a ce retour au corps qu'a évoqué Claire Gendre tout à l'heure. C'est la connexion à ses besoins fondamentaux, c'est retrouver son centre, c'est sortir de ce qu'on appelle en gestalt la confluence, un état d'indifférenciation de soi et de l'autre, un état confusionnel où il n'y a plus le soi. Hein, c'est complètement vampirisé, je me laisse complètement vampiriser par l'autre. Là, il s'agit de voir chez ce qu'appelle la victime, qu'est-ce qu'elle a mis en jeu, elle? Qu'est-ce qu'elle a joué, elle, là-dedans? C'est ça qu'elle doit récupérer. C'est ça qu'elle doit récupérer. Qu'est-ce qu'elle a joué là-dedans et comment elle va pouvoir transformer cela, se sortir de cela et éviter de se retrouver à nouveau dans ces scénarios. Sinon, la fois d'après, elle va retrouver encore un autre pervers narcissique, puisqu'on est avec ce qualificatif-là. Et ma vision, c'est que ces rencontres-là, c'est l'occasion de grandir, de continuer à aller dans une plus grande conscience de soi, une meilleure connexion à nos besoins fondamentaux et à pouvoir être à la fois dans la possibilité d'être en fusion avec l'autre et surtout en diffusion. Hein, c'est dans un autre jargon psy, c'est la dynamique de l'individuation qui est là, qui est en question. Et là, ça peut se jouer avec la problématique de l'attachement. Oui, et là, ce qui se joue aussi, c'est des questions aussi à la fois culturelles, la culture dans laquelle on est, et des choses qui se transmettent de génération en génération aussi, hein, quand on est dans une approche vraiment holistique. Oui. Voilà. Donc la bonne nouvelle, puisque là on est beaucoup dans le négatif, hein, c'est que oui, c'est possible de se sortir de ces situations de manipulation, qu'elles soient politiques, sociales, groupales, ou qu'elles soient dans le cadre de la famille. Heureusement, c'est possible. Pour ma part, comme tu disais, on en sort plus fort. Tout à fait. Oui, donc l'idée, c'est vraiment de se dire, même si, comme tu disais, Sandra, le manipulateur nous renvoie ses failles, ses défauts,
et nous le met sur le dos. Là, c'est comme le dit Karim, ça nous donne aussi un miroir. Effectivement, les névrosés peuvent se compléter. Comme tu disais, Karim, on a tous, chacun notre traumatisme de vie. On a cette notion de responsabilité. Et du coup, cette expérience-là, si on veut parler de résilience, cette expérience-là nous permet de découvrir ces failles, nos propres défauts qu'on ne regardait pas forcément. Voilà, ça nous révèle des choses à travailler sur nous-mêmes. Oui. Et donc, du coup, la question d'une reconstruction rapide n'a pas lieu. La reconstruction n'est pas rapide. Elle ne peut pas être rapide. Elle est aussi lente que le mécanisme a été lent aussi pour rentrer dans cette emprise, pour rentrer dans cette manipulation. Il va falloir évidemment du temps, mais après, tout dépend des personnes. Comme le disait Marc Bittard, il y a des interactions, tout dépend avec quelle personne on a eu des interactions, quel a été le poids de ces interactions sur nous, quel a été le poids dans le cas du pervers narcissique des humiliations, mais dans le cas de la manipulation simple, quel a été le degré, quelle constitution on a, comment on a avancé dans la vie, qu'est-ce qui nous arrive aussi comme événement de vie dans la suite, quelle thérapie on fait, à quel rythme. Alors du coup, nous avons encore pas mal de questions. Je ne sais pas si on va pouvoir répondre à toutes ces questions. Coco a posé la question il y a un quart d'heure. Hormis la perversion narcissique, existe-t-il d'autres formes de manipulation, pas comme le mensonge, la ruse, mais d'autres déviances? Et comme le disait Karim, tu en parlais tout à l'heure, oui, il existe plein de formes de manipulation, depuis la positive à la négative, avec des degrés différents, bien sûr. Alors, Isabelle demande, lorsqu'une personne a été sous emprise, manipulée, maltraitée durant l'enfance, n'a-t-elle pas le profil rêvé pour le pervers narcissique? Elle peut, mais pas que, heureusement, qu'il n'y a pas de grande vérité, de grande catégorie, parce que vous savez que selon ce qu'on vit pendant l'enfance, il y a des choses qu'on prend, il y a des choses qu'on est capable de rejeter. On s'identifie aux uns, mais on peut aussi rejeter certaines caractéristiques et aspects d'une personne. Et on se construit notre propre personnalité, à la fois avec ce qu'on a pris ou refusé des parents, ce qu'on a pris ou refusé dans l'environnement beaucoup plus large, et les rencontres qu'on a pu avoir au fil du temps et qui nous ont apporté. Donc, il n'y a pas de condamnation comme ça dans l'enfance, heureusement. D'accord. Coco pose une seconde question. Est-ce que tous les manipulateurs sont pervers narcissiques? Le terme PN est-il de nouveau mot pour désigner un manipulateur? Non, tous les manipulateurs ne sont pas du tout des pervers narcissiques. La perversion narcissique, c'est un très très haut degré de manipulation. C'est quelque chose d'extrêmement sombre et noir. Comme le expliquait Karim tout à l'heure, il y a plusieurs sortes de manipulations, encore une fois, dont des manipulations tout à fait bienveillantes, quotidiennes, sympathiques, rigolotes. Et puis, il y a des degrés. Oui, il peut y avoir des moments de manipulation chez tout un chacun à un moment donné. Et puis, on peut s'en rendre compte et se dire, oula, là, j'ai un peu manipulé l'adolescent. Bah, si l'adolescent ne manipule pas les parents, l'adolescence n'existerait plus. Bah, du coup, ça rejoint ce que Stan pose comme question. Monsieur Régade, nous sommes donc tous manipulateurs et manipulés. Comment pouvons-nous distinguer une bonne ou mauvaise manipulation? Donc, ça rejoint un peu ce que Sandra vient de dire. Alors, moi, ce que je réponds,
c'est que pour ce qui me concerne, et ma pratique personnelle en tant qu'apprenti humain et dans ma transmission en tant que formateur, c'est la question, et la première question, c'est qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'anime? Deuxième question, ce qui m'anime, c'est au service de quoi? C'est au service de qui? Et trois, c'est quelle est la finalité à ce moment-là de ce que je fais? Donc, si je suis continuellement dans ce questionnement à mon niveau de clarification de ces trois questions, là, je vais pouvoir identifier si je suis dans une manipulation, si je suis dans un comportement de manipulation à un certain moment, si je suis dans quelque chose qui va être malsain ou sain. Et à partir de là, je prends la responsabilité d'aller dans le malsain ou d'aller dans le sain. Ouais, ça donc, il y a des questions que déjà à titre personnel, il est bon d'avoir. De même, on a ces repères des 8 failles que j'ai évoquées dans la première partie de notre réunion, qui méritent d'être questionnées, visitées. Hein. Ensuite, l'autre, eh bien, c'est sentir dans quoi il est. Si nous avons des éléments, comme nous avons essayé ce soir avec Sandra de les apporter, des éléments qui sont indicateurs de manipulation, il y a une petite lumière, une antenne qui reste ouverte et qui fait que je peux sentir et je peux accepter de rentrer dans la manipulation ou pas. Parce qu'il y a un échange, il y a un dialogue verbal, non verbal qui est là. Je peux poser des questions précises et sentir jusqu'où je suis manipulé, jusqu'où j'accepte de me faire manipuler ou pas. Donc ça ramène en tant que gestaltiste à la notion de responsabilité. Hein, de quoi est-ce que je réponds? Et moi, ma culture, c'est de développer ma capacité à répondre au mieux. Et cela, c'est en étant dans la conscience de ce qui m'anime et dans la conscience de ce qui se joue dans l'interaction avec l'autre, qui peut être potentiellement mon manipulateur malsain. Un autre indice, c'est quel est l'impact, en bien ou en mal, sur soi. Ça. Mon émotion. Si je suis manipulée mais que ça me fait du bien, c'est potentiellement positif. Mais si je me sens détruite, si j'ai envie de pleurer tout le temps, si je me sens humiliée, si je sens que je ne vaux rien, alors c'est qu'il est en train de se passer quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Voilà, au niveau de l'IFGAP, on a l'entraînement à la connexion à j'appelle 4 cadrans internes. Le premier cadran, c'est celui du ressenti corporel. C'est le 6e sens, ça s'appelle la synesthésie. On ne sont pas éduqués à la connexion à ce niveau-là. Pour moi, qui est un niveau d'intelligence premier, primitif, qui est un premier baromètre de la qualité de relation que nous avons avec nous-mêmes et avec l'environnement. Un premier degré, possibilité de conscience de soi. Le deuxième niveau, celui-là, il n'est pas encore investi par notre culture. Hein. Le deuxième niveau qui commence à être investi récemment, c'est le champ du cerveau limbique qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est l'autre baromètre dont nous disposons dans lequel eh bien, nous avons des informations qui nous indiquent comment nous nous ressentons dans cette relation. Le troisième cadran, c'est le cadran des images, de l'imaginaire, où là aussi, ma relation à l'autre amène des images. Quelles sont ces images? Quelles sont celles qui sont récurrentes? Et le quatrième cadran, pour faire court, c'est celui de la pensée. Qu'est-ce que ça génère à moi comme pensée, cette relation? Ouais. Donc, si ces 4 cadrans sont investis en conscience et régulièrement revisités, eh bien, nous allons avoir des indicateurs de la qualité de l'interaction que nous avons avec l'autre et jusqu'où nous sommes en connexion avec nos besoins, jusqu'où nous perdons dans le jeu de l'autre. Voilà, il y a des ressources, hein, heureusement. Merci beaucoup. Vous nous avez donné pas mal d'éléments très, très intéressants. Est-ce qu'on a encore le temps de répondre à quelques questions, Karine et Sandra? Oui. Prenons le temps, Sandra, un petit peu. On le prend. D'accord. Allez, Donc, 5 minutes. Chris Lair pose la question, dans le cas d'un pervers narcissique, jusqu'où cette personne est en conscience de son intention?
Jusqu'où cette personne est-elle consciente de son intention? de son intention? C'est là où je fais la différence entre les manipulations narcissiques qui parfois peuvent être inconscientes et parfois conscientes, et le vrai pervers narcissique qui, lui, est parfaitement conscient de ce qu'il fait. Et ce que je disais tout à l'heure, qui se réjouit du mal qu'il fait à l'autre, qui se réjouit des phrases qu'il prononce et qui détruisent l'autre. Celui-là est parfaitement conscient. Alors, il y a Stéphane Morin qui dit « Merci Karine pour ces paroles sensées, tout à fait gestaltiques. » Maë Marc Bittard, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Karine. J'ai eu plusieurs personnes qui sont venues en thérapie parce qu'elles se croyaient folles suite à des remarques de leur conjoint et en cherchant à se remettre en question. Alors, je n'ai pas de questions, donc on va pouvoir redire ça plus tard. On va d'abord prendre en compte les questions. Nicolas Grimaud, qu'est-ce qui m'anime? Ah, il reprend les… D'accord, Nicolas, tu reprends en fin de compte les questions de Karine. Qu'est-ce qui m'anime? Au service de quoi? De qui? Pour quels enjeux? Pour quelle finalité? Merci Amina, Sandra et Karine pour cette conférence très intéressante. Merci beaucoup Nicolas. Donc du coup, je vais en profiter pour continuer le commentaire de Maë. J'ai eu plusieurs personnes qui sont venues en thérapie parce qu'elles se croyaient folles suite à des remarques de leur conjoint en cherchant à se remettre en question. Une fois la thérapie commencée, la personne commence à changer et le conjoint commence alors à être méfiant de la thérapie et du thérapeute. C'est un moment que je trouve un peu critique parce que le système change et ça peut nous plaire à ne pas plaire à l'entourage. Tout à fait. Je peux dire que j'ai accompagné aussi parfois des personnes qui, à un moment donné, décident d'arrêter la thérapie, au moins temporairement, parce que par rapport au système familial, ça devient trop dangereux. Ça risque d'exploser. Et en conscience, décident au moins temporairement de faire une pause et d'arrêter et ensuite de reprendre. La plupart du temps, ça a terminé par un divorce quand même. Oui. Mais il faut le temps au temps, il faut être prêt. On appelle ça la maturation en Gestalt thérapie. Travail de maturation. S'il est encore là, peut avoir une emprise bien plus forte que ne peut l'avoir le thérapeute. Ce n'est qu'à une certaine maturation que les choses vont pouvoir basculer. Alors, j'ai une question à vous poser. Là, on parlait de rationalisation. Est-ce que cette maturation a pris une vitesse grand V pendant le confinement? Tu peux répéter? Est-ce que cette maturation-là a pris une vitesse grand V durant le confinement parce que le nombre de divorces a explosé durant le confinement? Alors moi, je dirais non, mais je dirais non, je dirais que les problèmes de couple ont explosé, les séparations ont explosé, oui. Bon, pas les pervers narcissiques, ils ont été déjà là avant, après. Non, c'est autre chose. C'est les divorces, oui, beaucoup. Oui, c'est un autre sujet là encore. Hein. On rentre dans un autre sujet, la question de la durée de vie de couple et des phases de crise de couple et de contextes particuliers. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où des choses peuvent s'intensifier et faire exploser, et qui peut-être aurait pris plus de temps à un autre moment, peut-être aurait pris le temps de maturer, peut-être. Là, il faudrait une étude rigoureuse qui n'existe pas actuellement, pas à ma connaissance en tout cas. Alors Claire qui dit « Merci Karine, c'est une opportunité de grandir. » Sandra, c'est une croyance limitante. Alors, c'était il y a 11 minutes, je ne sais pas de quoi il s'agit. Coco, merci Amina, fabuleuse oratrice, tellement belle à voir. Oh, tu me réconcilies avec la visio. Oui, la visio en ce moment peut être un peu difficile. Vivement qu'on se revoit tous en vrai, en chair et en os. Mais quand nous sommes aussi éloignés, la visio est très efficace. Moi, je suis de Rennes, Sandra est de Paris, Karine est à Grenoble. Et je pense que c'est vrai qu'on ne vous a pas posé la question d'où vous nous regardez. N'hésitez pas à nous dire. Mais la vidéo permet de tous nous rencontrer malgré la distance. Nicolas, qu'est-ce que… Oui, alors, excuse-moi, Nicolas. On va prendre une dernière question.
Alors, dernière question. Merci pour vous. Alors, non, c'est que des remerciements. Merci pour la clarté de vos propos, pour ce temps de partage. Voilà. Nicolas qui dit très bien, merci et toi. Ça va. Oui, alors c'est des commentaires. Non, il n'y a plus de questions. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent. Merci pour vos échanges, vos questions. Merci beaucoup, Karim, pour cette thématique très intéressante. Merci, Sandra, pour toute cette lumière sur ce sujet quand même qui concerne pas mal de personnes. Si vous êtes intéressé de développer le sujet des chocs post-traumatiques, il y a une journée d'études qui est consacrée à cela donc par l'IFGAP demain. Donc, n'hésitez pas à demander donc, les conditions d'inscription. Donc, vous pouvez encore vous inscrire ce soir pour demain. Voilà. Et concernant, donc je regarde par rapport à, oui, non, on n'a pas d'autres choses, addiction, indépendance affective. Donc, du coup, oui, est-ce que vous avez un dernier mot, Karine et Sandra? Eh bien, je laisserai le mot de la fin à Karim. Moi, je tenais à remercier toutes ces personnes qui sont là. Vous savez combien on a de personnes autour de nous? Ah ben, on était à 25 constamment, voilà, en sachant que il y a beaucoup de personnes qui ne restent pas tout le long, qui vont regarder en replay. Nous avons beaucoup de personnes qui vont regarder en replay. Il y a Yasmine qui dit merci pour ces infos partagées. Dommage, j'ai loupé le début. Est-ce que cette conférence est enregistrée? Alors, oui, Yasmine, le replay restera sur la page de l'UGAP. Et je la mettrai sur mon profil aussi. oui, elle sera mise sur le profil de Karim. Elle sera mise, donc le replay sera visible sur la page Facebook de l'ISGAP. Et donc, si jamais il y a un souci, n'hésitez pas à nous demander le replay donc, par le biais des commentaires. Mais normalement, le replay devrait rester sur la page Facebook. Alors, sur les profils, ça défile et on peut ne plus trouver. Par contre, sur les pages, dans la rubrique vidéo, vous devriez retrouver le replay de ce live. Voilà, donc, merci à tous en tout cas d'être venus, de nous avoir écoutés. Merci Karim de m'avoir invité pour une nouvelle aventure. Et merci Ormina pour cette belle organisation. Merci beaucoup, merci à vous et je vous dis bonne soirée. À demain pour les personnes qui nous rejoindront pour la journée d'études et sinon à la prochaine conférence. Merci beaucoup. Oui, merci Sandra hein, d'avoir accepté cette invitation qui n'est pas la dernière, hein, c'est aussi une complicité qui commence à faire date maintenant entre nous. Et oui. D'amitié et de professionnel. Donc à suivre, ce n'est pas fini. Merci Armina pour ton animation hein, et ton concours précieux. Merci à tous les visionnautes. Bonne continuation et au plaisir de nous retrouver au détour d'une visioconférence, d'une journée d'études ou d'un séminaire. Cet été, normalement, nous serons en plein air et dans la rencontre physique, plus seulement numérique, digitale. Oui, donc si vous avez loupé le début, donc n'hésitez pas à aller sur la page de l'ISGAP, donc isgap.net, rubrique agenda pour avoir toutes les informations de ce que l'ISGAP propose en termes de formation, de conférences gratuites et pour l'université de l'été. Merci beaucoup Karine, merci Sandra et au plaisir de vous revoir. Bye bye, bonne continuation. Bonne continuation. Au revoir tout le monde. Alors,